Il faut inclure tous les fichiers dont on a besoin pour le bon fonctionnement du programme. Donc, ce sont les bibliothèques stdio.h et math.h pour gérer les fichiers d'entrée-sortie et puis toutes les fonctions qui font des opérations classiques de calcul mathématique, bref. Alors notre algorithme, il est codé ici, la fonction insertion sort. Cette fonction, elle prend un tableau. Pour les fins de la démonstration, j'ai pris un tableau simple, donc le tableau et la taille du tableau. Rappelons rapidement le mode opératoire du tri par insertion. On a commencé par supposer que le premier élément du tableau constituait à lui seul une sous-liste déjà triée, et c'est-à-dire l'élément A de 0 est trié, et par conséquent, il nous reste à insérer dans la sous-liste déjà triée, dans la sous-liste A de 0, tous les éléments de 1 à n. Tous les éléments de 1 à n. D'où cette boucle for qui va prendre chaque élément A de j pour j allant de 1 à n et l'insérer dans la sous-liste déjà triée. J'appelle x l'élément à la position j que j'ai déclaré ici. Et puis i, c'est l'indice qui donne la position courante dans le tableau déjà trié. Tableau dans lequel on voudrait insérer l'élément x. Ou si vous voulez l'objet A de j. Et comment se fait l'insertion? Eh bien, tant que i est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas épuisé toutes les positions de la sous-liste déjà triée et que l'élément à insérer x, donc A de j, est plus petit que l'élément à la position courante de la sous-liste déjà triée, on va affecter le contenu de la cellule A de i à la cellule suivante A de i plus 1. Vous vous souvenez, c'est exactement ce qu'on avait fait dans la démonstration dans le film passé. Et puis on décrémente i, on va répéter cette opération jusqu'à ce que i soit égal à 0. Quand i vaut 0, on a atteint le dernier élément quand on se déplace de la droite vers la gauche de la sous-liste déjà triée. Et on insère l'élément x, c'est-à-dire l'élément A de j à la position A de i plus 1. Alors j'ai créé une fonction d'affichage d'un tableau. Bon, c'est pas très important, mais j'ai décidé qu'il est convenable d'afficher le tableau initial qui n'a pas été trié et l'output de l'algorithme, c'est-à-dire le tableau trié. On va les afficher l'un à côté de l'autre pour voir et vérifier par nous-mêmes que l'algorithme donne le bon résultat. Et puis dans la fonction main, on va faire un test. Voilà une instance du problème du tri par insertion. On a un tableau de 6 objets. Donc, printf tableau initial. Alors, printArray, c'est la fonction que j'ai écrite ici. On va afficher le tableau A qui a 6 éléments. Bon, ça, ce sont des commentaires parce que je voudrais tester l'algorithme pour cette instance et cette instance. Bon, pour un tableau plus grand et puis un tableau plus petit, voir comment le temps d'exécution varie avec la taille du tableau. Alors, insertion sort, donc j'appelle l'algorithme du tri par insertion sur cette instance de taille n. Alors j'aurais pu mettre n égale à 6, mais j'écris ce truc là, size of a, la taille de a divisé par la taille du premier élément. C'est juste un formatage. Alors j'appelle l'algorithme, il retourne un tableau trié et je demande au programme d'afficher le tableau trié. Ça veut dire laisser une ligne et puis ensuite afficher le tableau trié. Et voilà l'affichage du tableau trié. printArray, le nouveau tableau, qui n'est pas l'ancien, mais qui est le nouveau, après que l'algorithme du tri par insertion ait fait ce qu'il doit faire. Et puis return 0. Donc, alors, on va exécuter ce code. Compile and run. Alors, le tableau initial, il comportait les éléments 8, 5, 2, 1, 13 et 7. On peut vérifier. Voilà. 8, 5, 2, 1, 13 et 7. Ça, c'est le tableau initial. Et puis le tableau trié. C'est quoi ça? Je sais pas. Attends un peu. Tableau trié. Bon, je sais pas mon programme. Bon, il a un problème avec les accents. Donc Ok, donc le tableau initial c'est 8, 5, 2, 1, 13 et 7 qui n'est pas trié. Et puis voilà le tableau trié. 1, 2, 5, 7, 8 et 13. Alors ça a pris quoi? 0,26 secondes pour faire cette opération. Gardons ce chiffre en mémoire. Je vais exécuter à nouveau le code. Donc on avait 0,26, n'est-ce pas? Donc je l'exécute à nouveau. Regardez, il a changé. Il est passé de 0,26 à 0,25. Pour la même entrée, pour le même tableau, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait le temps d'exécution parce que ce temps, il comptabilise d'autres facteurs, d'autres instructions qui n'ont pas été spécifiées dans l'algorithme du tri par insertion. Alors, je vais relancer l'exécution.
voyez, on est passé à nouveau à 26. La différence n'est pas très grande. Elle existe quand même, cette différence. Pour une même donnée, pour un même input, le temps varie. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, on va faire varier la taille des données à l'entrée. Donc au lieu de prendre un tableau de taille 6, je vais prendre un tableau un peu plus grand. Je vais copier ce tableau. Paste. Alors ce tableau, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il a 11 objets. Je vais enregistrer et puis je vais compiler. On a 176, 8, 5, 2, 1, 13, etc. Voilà les éléments du tableau initial. Et le tableau trié, voilà, 1, 2, 2, 5, 6, 7. Bon, le tableau, il est trié. Donc, l'algorithme est bien correct pour cette instance. Mais voyez que le temps d'exécution a augmenté, ce qui n'est pas surprenant puisque la taille des données a augmenté. Alors, ici encore, pour la même instance, si on exécute à nouveau le code, voyez, on est passé de 0,27 à 0,30. Manifestement, quelque chose ne va pas. Enfin, quelque chose ne va pas. Je veux dire par là que ce n'est pas juste que pour un même input, pour une même entrée, le temps change. Alors, je pourrais faire la démonstration pour un tableau plus petit, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Je voudrais commenter ces différences qu'on observe au niveau du temps d'exécution. Eh bien, je pense que l'explication tient à plusieurs facteurs, en particulier au type de compilateur utilisé. Alors là, j'utilise DevC++, mais je peux vous assurer, et c'est vrai, il faut me croire, j'ai fait la démonstration sur une autre machine que j'ai en face de moi, mais je ne peux pas faire l'enregistrement en même temps que je fais cette démonstration. J'ai utilisé un autre compilateur, c'est le compilateur Borland, et ce compilateur est beaucoup plus stable que le compilateur DevC++. Pour la même entrée, il me donne des temps d'exécution pratiquement identiques. Donc il y a l'environnement de programmation, le type de compilateur, la plateforme que j'utilise, la machine que j'utilise est munie d'un processeur 64 bits. Vous utilisez un processeur 32 bits, vous n'aurez pas le même résultat. Et puis un autre point important, c'est que le tri par insertion, l'algorithme, le véritable code, il est ici. C'est cette partie, c'est ce morceau. Voilà la portion du programme qui nous intéresse. Et quand je fais un run, le compilateur exécute toutes ces instructions qui ne font pas partie de l'algorithme. Et donc le temps que nous observons est une surestimation du temps réel, n'est-ce pas? Parce que le temps réel, c'est le temps qui est mesuré ici, appliqué à une instance A, donc à cette instance par exemple. Mais le compilateur doit comptabiliser le temps pour afficher cette instruction. Il doit ajouter le temps pour faire cette instruction. Et puis d'ailleurs dans la déclaration des fonctions et des variables, l'assignation d'espace mémoire, etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'objets. L'instruction return 0, toutes ces lignes sont comptabilisées dans le temps d'exécution. Donc quand je fais compile run, 4.729 secondes, alors qu'on était à 0,26 ou 27 ou je ne sais. Manifestement, ce temps n'est pas fiable, n'est-ce pas? Pour résumer, disons que la mesure expérimentale du temps d'exécution dépend des éléments suivants. 1. Il faut savoir programmer, pas forcément en C ou C++. Vous écrivez ce programme en Java, il faut connaître le langage Java. Vous l'écrivez en Pascal ou en Fortran, il faut connaître ce langage de programmation pour écrire un code juste et puis le compiler pour observer son temps d'exécution. Donc première limite, savoir programmer. Deuxième limite, le temps d'exécution dépend de la plateforme informatique. Quelle machine, quel processeur, quel compilateur. Troisième limite, cette méthode est inefficace pour traiter des instances de taille très grande. Par exemple, ici j'ai été très gentil, j'ai pris une instance de taille 8. Supposons qu'on veuille trier un tableau de taille 1 million ou même 1 milliard au moyen de cet algorithme. Vous voyez qu'on est bien embêté parce qu'il va falloir stocker, parce qu'il va falloir écrire 1 milliard de chiffres. C'est de savoir si ma machine a suffisamment d'espace mémoire pour stocker 1 milliard de nombres. Et si je ne peux pas le faire, et si ma machine est limitée en mémoire, ça veut dire que je n'ai pas une détermination totale juste du temps d'exécution. Je peux le faire pour des petits tableaux, mais cette méthode, la méthode expérimentale, parce qu'elle dépend d'une plateforme informatique et à moins de disposer d'un ordinateur très géant, enfin peut-être les ordinateurs de la NASA, même eux encore ils sont limités, il y a une limite à la capacité de stockage du système informatique et donc
à la mesure du temps d'exécution pour certaines instances du problème du tri par insertion. Et ça, c'est à mon avis un problème très grave qu'il faudra absolument résoudre. Vous allez voir, nous verrons une solution à tous ces problèmes que j'ai soulevés ici. Et cette solution, je le dis tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'analyse asymptotique du temps d'exécution. Alors nous sommes dans l'espace de travail de MATLAB, le workspace comme on dit. Je vais charger le code qui implémente le tri par insertion. Je l'appelais insertion1.m. Enfin, .m, c'est l'extension de fichier MATLAB. Il est très facile de programmer cette fonction dans MATLAB et c'est l'une des raisons qui me pousse à faire cette démonstration. Alors, voici la donnée, le tableau ou la liste qu'on désire trier. On peut la modifier à volonté. Je peux ajouter, par exemple, 8, 94, etc. Et comme on l'a vu, on a un tableau de taille n. Ici, de taille length of A, la longueur du tableau A, c'est la taille des données à l'entrée. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N égale à 8 ici. Okay, la longueur du tableau égale à 8. Et on suppose que la première cellule, J égale à 1, donc à cette position, le sous-tableau qui contient l'élément 8 est déjà trié. Et on voudrait insérer de proche en proche tous les éléments qui sont aux positions 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à la 8e position. Donc, on voudrait insérer ces éléments dans la sous-liste déjà triée. Et si vous revoyez ce qu'on a fait dans les films passés, vous comprendrez exactement de quoi je parle. Et c'est ce qui explique la boucle for. Pour j allant de 2 à n, i égale à j-1 et j'appelle x l'élément que je désire insérer dans la sous-liste déjà triée. Donc, par exemple, si j égale à 2, si je suis ici, alors x égale à a de 2, x vaut 5. Et je voudrais insérer cet élément. Alors, il faut i égale à j-1 parce que l'indice i, il va balayer toutes les cellules de la sous-liste déjà triée. On va comparer 5 avec tous les éléments de i égale à j-1 à i égale à 1. Et c'est pourquoi on a la boucle while qui dit tant que i est positif, c'est-à-dire tant que i est supérieur ou égal à 1, donc tant qu'on n'a pas atteint le premier élément de la sous-liste déjà triée, et que l'élément à insérer x, qui est a de j, est plus petit que l'élément a de i de la sous-liste déjà triée, mais qui est à la position i, alors on va déplacer cet élément a de i, et ça veut dire qu'on va affecter le contenu de la cellule a de i à la cellule qui est à la position i plus 1, donc à a de i plus 1. Et vous voyez, quand je faisais la démonstration, c'était des translations. Je déplaçais vers la droite les éléments. Donc, c'est ce que fait cette instruction. Et i égale à i-1, on va le faire de proche en proche jusqu'à la position 1 de la sous-liste déjà triée. Donc, i égale à i-1 et on le fait tant que i est positif. Donc, tant que i est supérieur ou égal à 1. Et puis, on insère x à la position a de i plus 1, évidemment. Et on demande à MATLAB d'afficher, donc sprintf, the sorted array is, donc d'afficher le tableau trié. Alors, exécutons le code dans le workspace. Alors la fonction s'appelle insertion1. Donc je vais faire insertion1. Undefined functional variable. Ok, je pense que CLC ls. Ok. Donc, je vais modifier le répertoire courant pour que la fonction insertion1 soit visible sous MATLAB. Alors, on va aller sur mon bureau, desktop, ls. La fonction insertion1 est maintenant visible. Donc je fais CLC. Et voilà. Initialement, le tableau, il est comme ceci. Vous voyez qu'il n'est pas trié. Mais MATLAB, quand il a fait les calculs, il le fait sur place ou in place, comme on dit en anglais. Et par conséquent, le tableau initial est détruit et il est remplacé par le nouveau tableau. Alors, ça c'est un peu... Je vais afficher la transposée pour que ce soit en colonne. Ça va être plus facile. On a 1, 2, 5, 7, 8, 8, 13 et 94.
Hurrah, le tableau est trié, super. Je vais le modifier, mettons -1. Et puis, je vais l'enlever. Et puis, je vais mettre ici 76. Et puis ici, on va mettre 18. Puis, il faut enregistrer. Et puis, on va appeler la fonction insertion. D'ailleurs, je vais mettre ici la transposer. Puis j'enregistre. The sorted arrays -1, 2, 5, 8, 8, 13, 18 and 76. Et voilà.